Bonjour, bienvenue sur ce live des Vendredis de la Recherche. Donc, je vous retrouve en 2023 pour. On repart pour une nouvelle saison des Vendredis de la Recherche. Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et je reçois aujourd'hui Jonathan Delmonte. Donc, on va reprendre notre petit questionnaire auprès de Jonathan. Ma première question, donc, Jonathan, qui es-tu et que fais-tu? Alors bonjour et bonne année à tous également. D'abord bonjour, merci de m'avoir invité et je souhaite également une merveilleuse année à tout le monde, 2023, qu'elle soit pleine de bonheur et de réalisations professionnelles pour tous. Alors qui je suis? Eh bien je suis Jonathan Delmonte, maître de conférence HDR à l'Université de Nîmes en psychologie clinique et psychopathologie. J'ai été recruté en 2015 et depuis, j'enseigne essentiellement la psychologie clinique au sein de l'université et au sein du master TCC de l'université également. D'accord. Et la psychologie clinique, c'est en licence, tu l'enseignes? En licence, finalement, j'ai des enseignements qui sont à la fois en licence et à la fois en master, oui, dans les deux. Très bien. Donc, on va parler maintenant un peu plus de l'aspect recherche de ton travail. Donc, tu es enseignant-chercheur. On va lancer la seconde rubrique. Donc, alors, la rubrique, c'est pourquoi, pour qui, et ça sert à quoi ce que tu fais? Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Voilà, voilà. Globalement, en recherche, qu'est-ce que tu fais et à quoi ça sert? Alors, ce que je fais en recherche, l'idée, c'est de travailler sur des éléments qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux évaluer les troubles psychopathologiques. D'une façon générale, ça concerne ça. Et de façon plus spécifique, les principaux objectifs de ma recherche, c'est de pouvoir trouver des nouvelles modalités de prise en charge des troubles. Par exemple, dans les troubles de personnalité de type borderline, je commence à avoir une petite expertise des différents troubles de personnalité. On travaille également auprès de patients affectés de schizophrénie pour essayer d'améliorer leur vie quotidienne, leur capacité à s'adapter dans l'environnement. On sait que c'est compliqué pour ces patients-là. Et là, un peu plus récemment, on travaille également dans le cadre de pathologies on va qualifier plutôt somatiques ou physiques. Et c'est notamment le cas de l'obésité morbide, où on essaie de comprendre. Ce sont les pathologies médicales. On va les catégoriser comme étant des pathologies qui sont exclusivement physiques, avant tout physiques, avec des causalités physiques. Et nous, on fait également le pari que, naturellement, ces troubles somatiques, ces maladies médicales, ont une origine, ou en tout cas ont probablement des facteurs qui permettent de les maximiser, ou en tout cas de les aggraver sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel. Donc on essaie de comprendre comment interagissent tous ces facteurs pour essayer d'améliorer la vie quotidienne des patients. Et concrètement le rôle du psychologue clinicien par rapport aux patients, c'est d'accompagner, c'est de les accompagner, c'est ça? C'est ça, hein, c'est généralement, alors pour donner un petit exemple, en thérapie cognitivo-comportementale, c'est une de mes options et de mes formations. On va recevoir des patients qui présentent des problématiques. Alors, ça peut être des problématiques liées à l'anxiété ou des problématiques plus complexes que ça. Par exemple, il y a certains traumas qui auraient été vécus au cours de leur expérience de vie. Et à partir du moment où on a la problématique qui est amenée par le patient, on va essayer avec le patient, en collaboration, de réfléchir, de conceptualiser la problématique, de voir quelles sont ses conséquences sur la vie quotidienne du patient et d'essayer d'alléger au maximum les conséquences négatives de cette problématique-là pour permettre au patient de fonctionner normalement dans sa vie quotidienne, dans sa famille, auprès de ses amis ou dans le milieu professionnel. Et c'est des patients qui généralement ont déjà été diagnostiqués par un psychiatre et qui sont suivis par un psychiatre? Alors c'est une des modalités, en effet. Quand les psys travaillent en institution, par exemple en CHU, il y a généralement en amont une évaluation psychiatrique qui a été faite par un médecin et après une réorientation de la part du médecin vers un thérapeute qui va alors prendre en charge le patient et essayer d'améliorer ses composantes. Mais on peut aussi avoir une modalité dans laquelle le médecin n'est pas impliqué. C'est notamment le cas des psychos en libéral, qui reçoivent le patient, font le diagnostic avec le patient à partir des éléments qui sont amenés et proposent ensuite des approches thérapeutiques. D'accord. Et donc toi, tu travailles sur des approches thérapeutiques innovantes? Alors oui, alors dit comme ça, paraît un peu... Différentes peut-être? Alors oui, enfin... l'idée, c'est toujours de partir de l'existant, parce qu'on sait que l'existant fonctionne avec nos patients.
Dans cet existant, notamment en TCC, on sait bien que les approches dites comportementales ou les approches cognitives et émotionnelles ont largement démontré leur efficacité et leur validité. Donc ça, c'est un premier point important. L'un des objectifs que moi je propose en termes de recherche, c'est d'éventuellement de considérer que certaines cibles thérapeutiques qui sont habituellement abordées dans les thérapies dites classiques sont intéressantes, mais potentiellement incomplètes ou insuffisantes. Et donc j'essaie d'orienter vers de nouvelles cibles thérapeutiques pour essayer d'autant plus d'être efficace avec les patients. C'est quoi une cible thérapeutique? En TCC, ce qu'on appelle des cibles thérapeutiques, ce sont des éléments qu'on va chercher à modifier chez le patient. Si je prends le cas du TOC, imaginons, eh bien, le TOC il va être caractérisé par des pensées obsédantes. Trouble obsessionnel compulsif. Oui, pardon, le trouble obsessionnel compulsif, par des pensées obsédantes. Et ces pensées obsédantes vont générer chez lui une forte anxiété. Et cette forte anxiété, elle doit être régulée par le patient. Et l'une des stratégies que le patient va employer, c'est la ritualisation. Par exemple, j'ai peur d'être contaminé, c'est ma pensée obsédante. Ça génère chez moi beaucoup d'angoisse et beaucoup d'anxiété. Et je vais alors mettre en place un comportement, me laver les mains de façon ritualisée pour essayer de réguler mon angoisse. Ce qu'on sait, c'est que les obsessions, la cognition, l'émotion, l'anxiété et le rituel, qui est comportemental, sont potentiellement 3 cibles thérapeutiques avec lesquelles on va pouvoir travailler, soit en réduisant par exemple le lavage des mains, d'accord, et en exposant de fait le patient à tolérer l'anxiété et donc à minimiser l'émergence de l'obsession. Et donc cette cible thérapeutique fonctionne très bien avec ces patients, et donc en fonction du patient qu'on va avoir, en fonction de ses besoins, de ses demandes, mais également de ce qu'on a compris de sa problématique, eh bien, on peut aller soit vers une modalité cognitive, soit directement sur l'émotion avec de la relaxation, soit plutôt sur une dimension comportementale. Donc le lien avec tes recherches actuelles? Alors, mes recherches actuelles, elles visent à essayer de déterminer si, au-delà de la pensée, au-delà de l'émotion et au-delà du comportement, on ne pourrait pas également identifier des processus spécifiques qui pourraient à leur tour servir de cible thérapeutique. Et ces processus spécifiques, ils auraient une particularité, c'est qu'ils n'appartiendraient pas à une entité clinique, c'est-à-dire qu'un même processus pourrait se retrouver chez un patient atteint de troubles obsessionnels compulsifs, mais également chez un patient atteint d'anxiété sociale, également chez un patient atteint de dépression, potentiellement chez un patient atteint de schizophrénie. Autrement dit, ces processus qu'on tente de mettre en évidence, ils ont cette particularité d'être qualifiés de transdiagnostiques. On n'a plus besoin du diagnostic pour pouvoir aider le patient à essayer d'améliorer sa vie quotidienne. Ça voudrait dire que l'accompagnement du patient pourrait se faire totalement en dehors d'un diagnostic fait par un médecin psychiatre. L'objectif serait celui-ci, en effet. L'idée, mes domaines de recherche s'appuient sur une littérature qui est relativement récente, qui a à peu près entre 15 et 20 ans. Alors ça peut paraître éloigné dans le temps, mais sur le plan thérapeutique et sur la production de la connaissance, c'est court en termes de durée. Cette base de construction de connaissances, elle a eu pour point d'origine d'essayer justement de sortir du carcan du diagnostic. On a en psychologie un petit ouvrage qu'on appelle le DSM. Et ce DSM nous permet de déterminer des critères diagnostiques qui nous aident à poser un diagnostic pour le patient. Bien sûr, pour pouvoir poser le diagnostic, il faut venir cocher la présence de ces symptômes. Et ce qu'on a pu mettre en évidence sur le plan clinique, c'est que généralement, tous les symptômes ne sont pas présents. Il y a une hétérogénéité très large d'un patient à un autre patient, ce qui pose des problèmes potentiellement pour pouvoir finaliser le diagnostic. Si je n'ai pas tous les critères, est-ce que mon diagnostic est le bon ? Si au contraire d'essayer de lister des critères diagnostiques pour arriver au diagnostic, on essayait de porter plutôt attention à des processus qui jouent un rôle dans les conséquences négatives, à ce moment-là, que vous ayez en face de vous un patient de trouble obsessionnel compulsif ou un patient dépressif, eh bien ça ne change rien. C'est le processus qui va être identifié, qui sera traité et qui, nous l'espérons, permettra d'améliorer les conditions de vie du patient. D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est ce processus? Qu'est-ce que ça peut être? Il y en a plein de différents. Il y en a beaucoup. Vous avez une littérature qui a tenté de créer une nomenclature, c'est-à-dire une classification des différents processus, mais il n'existe pas de consensus. On ne sait pas très bien comment les organiser. Mais on en a quand même identifié quelques-uns qui semblent prédominants chez la plupart des patients. Le premier, ce sont un élément qu'on appelle l'évitement expérientiel, c'est-à-dire que ça serait
Un processus qui serait ici essentiellement axé sur de l'émotion, c'est-à-dire que pour ne pas subir ma souffrance, eh bien, je vais éviter de me retrouver dans des dimensions ou dans des situations dans lesquelles la souffrance pourrait s'exprimer. Il y a certains processus qui sont plutôt axés sur une dimension cognitive. C'est par exemple le perfectionnisme. Avoir un niveau très élevé d'exigence envers soi ou envers les autres crée des conséquences négatives dans le fonctionnement des patients. L'empathie pourrait être un processus important qui conduirait alors à avoir une réduction de la qualité des interactions sociales. Et puis moi, je m'intéresse plus particulièrement à un processus spécifique, qui est un processus qu'on pourrait qualifier de corporel et qu'on appelle l'interoception. C'est-à-dire alors? Cette interoception, c'est finalement, on en fait l'expérience au quotidien de la dimension interoceptive, c'est les informations que notre corps va nous renvoyer vis-à-vis des situations que nous sommes en train de vivre ou de subir. On a tous fait l'expérience un jour d'avoir, avant un examen ou avant un rendez-vous important, de ressentir notre fréquence cardiaque accélérer, notre respiration s'augmenter, peut-être de suer davantage que d'habitude. Et ces informations-là, corporelles, sont alors traitées par notre cerveau qui va alors définir si la situation dans laquelle on est plongé est une situation positive pour nous ou au contraire une situation dangereuse. On dit, elle nous donne des informations sur ce que pourrait devenir ou advenir de nous au sein de la situation si on continuait à rester dans celle-ci. D'accord. Et donc, tu travailles sur le concept lui-même ou sur la mise en œuvre? Alors, le concept, non, puisqu'il a déjà été illustré, il est connu depuis de très nombreuses années. Alors, c'est surtout exploré sur un plan neurophysiologique et neurobiologique, puisque l'interoception dépend de réseaux nerveux qui dépendent eux-mêmes de dimensions de chimie, de neurochimie particulière. Et ce que la littérature nous explique, c'est que notre interoception, elle ne va pas être traitée de la même façon par notre cerveau en fonction de tout un tas de réseaux corticaux, de réseaux de neurones qu'on aurait pu créer dans des situations antérieures. Il pourrait exister une interoception qui serait spécifique au stress, une interoception qui serait spécifique à la cognition, une interoception qui serait spécifique au comportement. Et en fonction de la dimension qu'on activerait, eh bien, on s'ajusterait de façon plus ou moins adaptée à l'environnement. Ça, c'est des neurosciences. Là, ça touche la question des neurosciences. D'accord. Et toi, ton travail par rapport à ça, alors? Et donc, nous, ce qu'on tente de mettre en évidence, c'est que très probablement, cette question de l'interoception, et bien sûr son traitement cognitif, pourrait permettre d'expliquer l'émergence de symptômes très différents dans des populations psychopathologiques, notamment psychiatriques. Et donc, on a des champs de recherche qui s'intéressent à la question de l'interoception dans la schizophrénie. Est-ce que cette interoception peut être liée à l'émergence des délires et des hallucinations chez les patients? Ce qu'on appelle les symptômes positifs de la schizophrénie, ils sont anormaux par leur présence. Mais est-ce qu'elle peut également être liée à l'absence d'interaction sociale ou l'émoussement affectif qui peut exister chez eux, c'est-à-dire la difficulté à exprimer une émotion? Et si du coup, cette même interoception peut également induire des symptômes, cette fois-ci qu'on qualifie de négatifs avec les patients, c'est-à-dire eux, anormaux par leur absence. Et alors, concrètement, comment tu travailles sur ces sujets-là? Tu travailles en accompagnant des patients ou avec des populations? J'ai la chance d'avoir une doctorante qui travaille sur ces thématiques. Plusieurs doctorantes qui ont travaillé dans une temporalité un peu différente sur cette thématique-là. On travaille avec des patients, notamment affectés de schizophrénie. Tout à l'heure, je te disais qu'on travaillait également avec des patients atteints de pathologies somatiques, notamment d'obésité morbide. On travaille également avec la population générale, puisque l'interoception, elle n'est pas spécifique à un trouble. On la ressent tous de façon quotidienne. Et elle peut induire des éléments négatifs également dans une population générale, comme les cauchemars, l'insomnie, etc. Donc en fait, on a un panel très large de populations avec lesquelles on peut travailler. Et on utilise toujours de façon assez systématique le même type d'évaluation, parce qu'on part du principe que ce processus est un processus normal dans le fonctionnement humain. Comme on dit, on l'évalue grâce à des questionnaires, grâce à des tests de mesure de fréquence cardiaque, de sudation, etc. Très bien. Je pense qu'on a à peu près clair, on a à peu près compris. Voilà, alors on va passer à la rubrique suivante maintenant qu'on sait à peu près sur quoi tu travailles en recherche. Alors je vais te demander, le principe c'est de nous présenter un objet qui est en lien avec tes recherches ou qui nous parle de tes recherches et de ce que tu fais. On va laisser le petit générique arriver, peut-être, voilà.
Donc je te laisse nous présenter cet objet qu'on t'a demandé d'apporter pour nous parler un petit peu de tout ça. Oui, alors j'avais plein d'objets. Ça, je pense que tout le monde à chaque fois vous dit la même chose, mais il y a un objet qui pour moi a été important. Alors, c'est un petit ouvrage qui est très, très court, une centaine de pages, d'un auteur qui s'appelle Francisco Varela. Le titre de cet ouvrage, c'est Initiation aux sciences cognitives. Et en fait, cet auteur, ce neuroscientifique, a émis une hypothèse qui a, dans un premier temps, paru contre-intuitive, selon laquelle notre corps était très probablement à l'origine de la plupart de nos pensées. Alors qu'habituellement, en tout cas, il existe des courants de pensée dans la cognition qui considèrent qu'en effet, la pensée est le chef d'orchestre, le cerveau est le chef d'orchestre de nos comportements, de nos émotions, etc. C'est ce qu'on a plutôt tendance à entendre dans le langage courant. Exactement. On part toujours du principe que notre pensée est à l'origine de toutes les conséquences négatives. En effet, si j'ai une obsession et que je suis atteint d'un trouble obsessionnel compulsif, c'est bien cette obsession qui me rend anxieux et qui me pousse à faire la ritualisation. Bon. Varela, lui, il prend le contre-pied de ces éléments et il avance une hypothèse qui pousse finalement à considérer que notre corps est en fait une grande cellule, en quelque sorte, et que cette grande cellule, elle est composée de processus, d'éléments qui nous permettent de pouvoir traiter, de comprendre et d'évaluer ce qui se passe dans notre environnement. Et qu'à partir du moment où ces processus reçoivent l'information environnementale, autrement dit, quand l'environnement transmet l'information et que les processus traitent cette information, il y a alors une co-émergence. Et cette co-émergence, en fait, c'est une collaboration qui existerait entre moi en tant que cellule et mon environnement. Cette collaboration me pousserait alors à avoir certains types de pensées. C'est une pensée, ou en tout cas, c'est une théorie qui a pris naissance dans un premier temps sur des dimensions plus philosophiques, et notamment je vous avais envoyé une petite phrase. C'est juste la citation, la citation que tu nous avais envoyée pour préparer cette émission. C'était une citation de Roland Barthes. Je vais te laisser la dire. La citation de Roland Barthes, c'est mon corps a des pensées que je n'ai pas. Voilà. Alors, on pourrait rajouter à des idées, à des pensées que je n'ai pas. Oui, de façon très spécifique. On pourrait rajouter entre parenthèses que je n'ai pas encore. On pourrait le rajouter, nous, en fait. En fait, Roland Barthes, lui, il s'inscrit dans... Alors, c'était un philosophe qui s'inscrivait dans une dynamique néostructuraliste. En fait, son objectif, c'était de pouvoir étudier ce que lui appelait les mythes sociaux et comment les mythes sociaux venaient influencer nos comportements. Et Roland Barthes, dans ses écrits, il a eu une intuition folle sur laquelle il ne s'est jamais réellement appuyé puisque ce n'était pas l'objet de ses recherches, mais il a eu cette intuition selon laquelle finalement notre corps était pour lui un récepteur de ces éléments présents dans l'environnement et que ce récepteur était alors cohérent avec ces mêmes pensées et qu'on finissait très naturellement par adopter le mode de pensée qui existait dans notre environnement social. Il y a d'autres auteurs, c'est par exemple Henri Bergson aussi, qui a beaucoup réfléchi sur la question du corps en lien avec l'âme et notamment en lien avec la conscience. Est-ce que ma conscience peut être détachée de mon corps? Est-ce que mon corps est toujours associé à la conscience? Et ces auteurs sont toujours arrivés, alors sur un plan philosophique, à l'idée que s'il y a conscience, elle doit nécessairement s'appuyer sur une dimension corporelle. Elle ne peut pas exister, ça ne peut pas être une entité un peu floue, un peu flottante, qui serait présente, qui nous habiterait et qui finalement pourrait être séparée de ce dernier. Tous les philosophes en sont arrivés à cette conclusion et c'est à ce moment-là que Francisco Varela s'empare de cette question-là et propose une théorie cognitive qui s'appuie justement sur cette pensée que nos idées ne sont que la résultante de dimensions corporelles et que notre corps vient influencer l'émergence de nos pensées. D'accord. C'est un précurseur cognitif? Alors, ce n'est pas un précurseur, il existait d'autres cognitivistes avant lui. Il est arrivé, les premiers éléments sur lesquels il discute, c'est dans les années 70. C'est les premiers éléments. Il existait d'autres théories cognitives qui existaient avant lui. Mais il a pris le contre-pied, en fait, en quelque sorte, de ces théories-là, en expliquant qu'on ne pouvait pas exclure le corps. Le corps n'était pas, finalement, qu'une marionnette que la pensée ou que le cerveau pouvait déplacer, manipuler, et que tout au contraire, ce corps, ces mouvements, c'est la façon d'occuper un espace, la façon d'interagir avec cet espace était très probablement celui qui allait amener à avoir une activation corticale qui nous pousserait à avoir une interprétation. Alors que jusqu'à présent, l'interprétation était considérée comme étant le facteur premier qui nous poussait ensuite à avoir des comportements moteurs. Et donc Varela a construit cette théorie
qui a fait des émules progressivement. Elle a été beaucoup critiquée, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de chercheurs qui s'appuient sur cette dimension. Et donc, c'est resté très cognitiviste, très neuroscientifique. Et nous, aujourd'hui, avec les thérapies cognitivo-comportementales, eh bien, on peut s'emparer de cette théorie-là pour expliquer qu'en effet, elle peut s'inscrire dans un nouveau champ de prise en charge qu'on appelle la prise en charge processuelle, où on peut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, se dégager complètement du diagnostic, on n'en a plus besoin. Par contre, on peut mettre en évidence qu'un processus spécifique est probablement à l'origine de la difficulté. D'accord. Alors, inverse le mode de raisonnement qu'on a habituellement. Ouais. C'est voilà. ça. Alors, merci de nous avoir apporté ce petit livre. Donc, on va passer plus légèrement aux questions gênantes. Alors, les questions gênantes, c'est... je dois tirer le dé. Lancer le dé. Et après, 5. Alors, tu as 5 questions. Tu dois piocher une question après l'autre, nous la lire et puis essayer d'y répondre. Et si tu ne veux pas ou si tu ne peux pas, le joker pour dire je n'ai pas la réponse. Quel est... Oui, on avait loupé le petit générique. Voilà, je vais pas aller de trop souci. vite. Alors la question, quel est ton plus gros défaut dans le travail? Alors c'est difficile, il faudrait demander ça avec les gens avec qui je travaille en fait. Peut-être ça serait plus simple. Mes doctorants me disent souvent que je suis un peu obsessionnel et que je porte beaucoup d'attention aux détails plutôt qu'à l'ensemble. Et je pense qu'en effet, ça me dessert à certains moments parce que perdre la vue d'ensemble peut me conduire à faire des interprétations trop rapides à certains moments, alors qu'un peu de distance ça peut être permettrait d'être beaucoup une qualité plus. Aussi, ça peut être... ça permet, oui. Jusqu'à présent, moi, je le considérais comme étant une qualité, mais on m'a renvoyé que quelquefois, ça pouvait être un peu pénible. Donc, j'imagine que ça peut être mon défaut principal. Okay. Alors, une deuxième question. Alors, quelle est ta pire expérience de recherche? Ma pire expérience de recherche, c'est on revient un peu à l'anecdote. Ouais. Alors, j'en ai pas une parce qu'en fait, j'en ai vécu plein des pires expériences de recherche. Mais alors, ma pire expérience, alors, elle est probablement liée à mon défaut. C'est d'être convaincu d'un élément de recherche et être persuadé que ça va fonctionner, de travailler de façon très importante pour pouvoir le démontrer. Et au moment de l'expérimentation, de me rendre compte que ça ne marche pas. Ah oui, mais ça m'est arrivé des dizaines de fois. Notamment avec les patients affectés de schizophrénie. Je vous donne une petite anecdote. Mon doctorat portait sur la composante non verbale de la communication chez les patients affectés de schizophrénie. On s'était intéressé à cette composante motrice, essentiellement le fait de bouger les mains, de sourire, de regarder dans les yeux, etc. Et on était parti du principe qu'en raison du trouble des interactions sociales qui est présent chez ces patients, on devait trouver une altération de ces comportements non verbaux, puisqu'il facilite la communication, donc il devrait être absent. On avait raison jusque-là. Et puis j'ai proposé une deuxième hypothèse en disant, ben voilà, si on améliore les composantes, ces comportements-là, chez les patients, peut-être qu'on pourrait même améliorer leur cognition sociale, c'est-à-dire la capacité à pouvoir inférer des pensées, etc. Et là, catastrophe. Là, ça ne marchait plus. Alors, on pouvait améliorer la condition motrice, ça marchait bien. En améliorant la composante motrice, on améliorait du point de vue d'un tiers qui n'était pas atteint de cette pathologie, eh bien, le tiers n'était plus capable de différencier les patients affectés de schizophrénie des sujets contrôle. Donc ça, on était super confiants, on était hyper contents. On s'est dit, mais c'est génial, on va pouvoir essayer d'améliorer de façon significative tout ça. Et du coup, on posait une petite question qui n'avait l'air de rien à la fin de notre protocole. On demandait aux patients affectés de schizophrénie et aux sujets contrôle non atteints de la pathologie de donner un avis sur est-ce que vous avez envie de passer plus de temps avec la personne avec qui vous avez travaillé, parce qu'on les mettait en binôme. Et les contrôles nous disaient, auparavant, avant la prise en charge, nous disaient non, je veux pas parce qu'il est trop bizarre. Et après la prise en charge, nous disaient ah bah oui, il est très sympathique, on voudrait bien le faire, donc on était contents. Par contre, les patients trouvaient tout le temps bizarre les sujets contrôle, même après amélioration de la composante. Et donc, on est parti du principe que chez les patients, la composante motrice n'était pas le seul facteur qui était lié, bien sûr, au trouble des interactions sociales et à leur compréhension sociale de ces mêmes interactions. D'accord. C'est un échec, mais comme à chaque fois qu'on en parle dans cette émission, c'est pas de résultat est un résultat en recherche. Ça permet d'aller plus loin, même si on y croyait dur comme fer, mais tant pis. Voilà. Aujourd'hui, on sait que cette composante, c'est un élément
D'ailleurs, cet élément, on sait également qu'on va pouvoir le mettre probablement avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la question de l'interoception. C'est bien de se déplacer et de bouger au cours d'une interaction. Pour la communication, c'est intéressant. Mais si vous êtes déjà pas capable de pouvoir recevoir de l'information pertinente à partir de vos sensations corporelles, eh bien, même si vous bougez, ça fonctionne pas, quoi. Et donc, à l'époque, il me manquait probablement cette dimension interoceptive sur laquelle je travaille aujourd'hui. Hop là, j'en ai pris 2 d'un coup. Alors, qu'est-ce que tu as envie dans les autres disciplines de recherche? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? S'il y a d'autres disciplines qui te... Peut-être ce qui me paraît le plus compliqué, c'est justement, l'absence de pont qui peut exister entre chacune d'entre elles. Je pense notamment, parce que, la psychologie, les neurosciences, la neuropsychologie ou les autres types ou les mathématiques par exemple, heu, peuvent très bien être associés pour essayer de comprendre, et de globaliser la difficulté d'un patient. Sauf que jusqu'à présent, les domaines de recherche sont plutôt monodisciplines, c'est-à-dire que les psychos travaillent sur ci, les neurosciences travaillent sur ça, les mathématiciens essaient de construire des modèles permettant d'expliquer les troubles psychopathos, mais que dans leur coin. Et malheureusement, je trouve que ce qui manque, ce sont en effet les ponts, les passerelles qui pourraient être réalisées et qui permettraient d'aller plus loin et de favoriser une meilleure compréhension probablement, et peut-être même d'améliorer les composantes qui sont mises en évidence par chacune d'entre elles. Dans la thématique de recherche sur laquelle tu travailles actuellement, tu travailles qu'avec des psychologues ou tu Non, avec des médecins également. Des médecins. Ce sont généralement des psychiatres. Alors, bien sûr, il y a toute la dimension médicale, hein, notamment pour le cas de l'obésité morbide. Mais voilà, peut-être qu'on pourrait aussi aller plus loin sur des dimensions où je pense des neuroscientifiques ou neurophysiologiques pour essayer d'expliciter d'autant plus le processus en question. Oui. Ouais. Quatrième question. Une quatrième question. Alors, si tu pouvais ajouter quelque chose à ton CV, ça serait quoi? Des vacances. C'est possible? Non, alors le CV. ouais, mais c'est peut-être le truc qui me manque le plus. Mais c'est une réponse. Ouais, des vacances. Alors mais ça, c'est inhérent à tout enseignant-chercheur, c'est que à partir du moment où on est plongé dans une thématique de recherche, dans une idée, eh bien, ça s'arrête jamais en fait. Ouais. On devient à notre tour un peu obsessionnel et ça tourne en boucle, en continu, et on y pense tout le temps. Mais c'est vrai que les vacances, ça peut faire une rupture, mettre au voir les choses autrement. Ouais, mais alors chez moi, ça n'arrive pas à éteindre le phénomène, quoi. Ça marche pas. Ma compagne me dit toujours que ça marche pas. Ah. Donc bon, ouais, non, ouais, à mon CV, il y a plein de choses que je pourrais professionnellement ajouter, hein. Mais aujourd'hui, je suis très content déjà de ce que j'ai. Donc je sais pas, j'ai pas d'idée particulière. Ouais. Dernière question. Alors, qu'est-ce qui te surprend le plus chez tes étudiants? Plein de choses qui me surprennent le plus. C'est bien aussi. Beaucoup de choses. Alors, c'est variable d'année en fonction des promotions, ça je l'ai remarqué, hein, ça dépend des promotions. Il y a quelquefois une émulation qui peut se faire au sein d'une promo, et là, il y a des questions auxquelles j'ai jamais de réponse et qui me font toujours gamberger ensuite. Ça, c'est intéressant sur le plan de la recherche. À d'autres moments, il y a des émulations qui sont moins fortes. Mais ce qui est intéressant notamment avec les licences 1, qui sont vierges de toute théorie, de toute dimension d'acquis en termes de psycho, justement, cette naïveté, elle amène à des questions qui sont quelquefois d'une pertinence assez intéressante parce qu'elles sont dénuées de toute apparition ou de toute dimension dogmatique. Et ça, c'est quelque chose qui, à chaque fois, m'interroge et me surprend beaucoup. Ouais. Très bien, merci pour toutes tes réponses aux questions. On va passer à notre dernière rubrique de la feuille blanche. Oui. Alors, je vais... La petite feuille. Là, tu as un marqueur. Oui. Et je vais te laisser donc faire ce que tu veux sur cette feuille, écrire une phrase, une citation, un mot, ou dessiner quelque chose qui représenterait ou qui serait en lien, ou qui t'inspirerait à la fois tes recherches, à la fois ton métier, à la fois cette émission. Tout ce qui peut te passer par la tête, sachant qu'après, cette œuvre d'art rentrera dans notre collection, puisqu'on les conserve et voilà.
En fait, Je vais montrer là, Alex. l'idée, c'est en fait dans la théorie de Varela, il est question d'énaction, c'est-à-dire d'émergence. Le corps fait émerger la pensée, et donc énact, c'est la contraction hein, de cette condition d'émergence. Et ça fait partie intégrante de ce que j'aimerais pouvoir, en tout cas, amener une pierre complémentaire et essayer de compléter cette théorie et à pouvoir la réaliser auprès des patients. C'est enaction qui veut dire émergence. Ouais, c'est la notion de co-émergence ou d'émergence qui s'inscrit dans ce que d'autres auteurs ont appelé la cognition incarnée et située. C'est-à-dire que mon corps incarne ma pensée et me fait émerger la pensée. Et ma pensée va ensuite être modifiée en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ta participation à cette émission. Très agréable. Merci. Très intéressant. Merci. Merci. À bientôt. Je vous dis à bientôt. Au revoir.